Imaginez un peu. Au milieu du XXe siècle, une simple question vient mettre le feu aux poudres dans tout le monde intellectuel africain. Une seule question, oui, mais une question tellement fondamentale qu'elle va déclencher une véritable bataille rangée. Une bataille pour l'identité même de la pensée sur tout un continent. Un débat dont les échos, on les entend encore très clairement aujourd'hui. La voilà, cette fameuse question. Elle a l'air toute simple, directe. La philosophie africaine existe-t-elle? Mais en réalité, c'est une bombe. Cette interrogation était tout sauf anodine. Elle a lancé une controverse qui a brisé des amitiés, défini des carrières et qui a, au final, forgé l'identité même de la philosophie africaine moderne. Alors, comment va-t-on décortiquer cette bataille d'idées? D'abord, on va remonter à l'origine pour comprendre d'où ça part. Ensuite, on va examiner le premier camp, celui de l'ethnophilosophie. Puis, on verra la contre-attaque, et croyez-moi, elle a été féroce. On explorera même comment le ton est monté jusqu'à l'insulte. Et enfin, on verra ce qu'il reste de tout ça, et l'héritage est assez surprenant. Allez, c'est parti. Première étape. Pour bien saisir toute la portée de ce débat, il faut vraiment qu'on retourne au point de départ, à un moment absolument charnière de l'histoire. Ok, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est un contexte de domination, il faut le dire. Pendant des décennies, l'anthropologie coloniale a tout simplement nié qu'une philosophie africaine puisse même exister. Et puis, arrive 1945. Et là, un missionnaire belge, Placide Tempeltz, publie un livre qui va tout changer. Cet ouvrage, c'est lui, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres pour les décennies à venir. Bon, maintenant qu'on va le décor, entrons dans l'arène. D'un côté du ring, on a le premier camp. L'école de pensée qui a répondu à un oui retentissant à la question de départ. Leur concept clé, c'est l'ethnophilosophie. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? L'idée, en gros, c'est de dire que la philosophie, ce n'est pas forcément un truc écrit dans des gros livres par des individus. Non, ce serait plutôt une sagesse collective, vécue au quotidien, qu'on trouve partout, dans la culture, les mythes, les proverbes. C'était une manière de dire, bien sûr qu'on a une philosophie, elle est tout autour de nous dans nos traditions. Et Tempels, justement, a essayé de structurer tout ça. Pour lui, la philosophie bantoue, c'était un vrai système, bien cohérent, organisé autour d'une idée centrale, la force vitale. Dans cette vision, tout est force, tout est énergie, de Dieu jusqu'au plus petit caillou. Et toutes ces forces interagissent dans une sorte de grande hiérarchie. Le rôle du penseur, dans ce cas-là, ce n'est pas de créer des idées, mais de révéler, de décrire cette sagesse qui est déjà là. Et concrètement, comment on fait? Eh bien, par exemple, on analyse des proverbes. Des penseurs comme Hassan Silla prenaient une phrase comme celle-ci: éduquer, c'est faire souffrir. Ça peut paraître un peu rude, mais pour eux, derrière, il y a toute une pensée philosophique sur la discipline, l'effort, la construction de soi. La philosophie se niche donc dans la sagesse populaire. Ça, c'était le premier camp. Mais maintenant, passons de l'autre côté du ring. Là, on trouve un groupe de philosophes africains, souvent formés en Occident, qui ont rejeté, mais avec une véhémence incroyable, cette approche. Pour eux, l'ethnophilosophie, c'était une fausse bonne idée, une véritable impasse. Et s'il y a une phrase qui résume toute leur critique, c'est bien celle-là. Elle est du philosophe camerounais Marcien Towa et elle est redoutable. Déterrer une philosophie n'est pas encore philosopher. Tout est dit, non? Le message est clair, décrire une vision du monde traditionnelle, aussi riche soit-elle, ce n'est pas la même chose que l'acte critique et individuel de philosopher. Là, on voit bien le choc des deux visions du monde. D'un côté, une philosophie collective, implicite, qu'on se contente de décrire, et de l'autre, une démarche individuelle, écrite, explicite, qui se base sur la critique et l'argumentation. La question de fond qui se pose, c'est « mais au fait, c'est quoi la philosophie ?» Pour les critiques, comme le béninois Paulin Houtonji, la philosophie, c'est une discipline universelle. Elle a ses règles, sa rigueur. On ne peut pas être philosophe spontanément, comme on ne peut pas être chimiste spontanément, ça n'a pas de sens. Il faut une démarche, un débat, des arguments. Et surtout, il faut des auteurs identifiables, des gens qui disent « je pense que », qui signent leurs textes et qui sont prêts à en débattre. Et attention, la critique n'était pas que théorique, loin de là. Elle était profondément politique. Une figure immense, comme Aimé Césaire par exemple, a accusé l'ethnophilosophie d'être une diversion. En gros, il disait « pendant que les peuples africains se battent pour leur indépendance, pour leur libération bien concrète, on leur propose une revalorisation de leur pensée traditionnelle, une sorte de lot de consolation qui ne change rien à l'oppression matérielle bien réelle. » Vous vous en doutez, avec des enjeux aussi élevés, aussi politiques, le désaccord ne pouvait pas rester purement académique. Le débat est très vite devenu personnel, intense et même, carrément discourtois. Le cœur du problème, il est là. Ce n'était pas juste une querelle de mots. C'était une bataille pour définir ce que ça voulait dire être un intellectuel africain après la colonisation.
Fallait-il se tourner vers la tradition, vers le collectif? Ou au contraire, fallait-il revendiquer une approche individuelle et critique, quitte à ce qu'elle soit vue comme occidentale? Le poids de l'histoire pesait sur chaque mot. Et ça a tellement chauffé que oui, des insultes ont fusé. Pour vous donner une idée, les critiques comme Untunji et Touavel se sont fait traiter de chiens de garde. Chiens de garde de quoi? De la pensée occidentale, évidemment. Ce n'est pas anodin, c'est une accusation de trahison. On est très très loin du débat d'idées feutrées. C'était une véritable guerre de position. Alors, quel est le bilan de tout ça? On pourrait croire qu'un conflit aussi virulent n'a laissé que des cendres, que tout le monde en est sorti perdant. Eh bien, en fait, c'est tout l'inverse. Ce conflit s'est avéré incroyablement productif. Et ça, c'est sans doute le point le plus important. Ce conflit n'était pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'était la preuve d'une vitalité intellectuelle extraordinaire. C'est à travers ce choc, cette autocritique intense, que la philosophie africaine contemporaine a véritablement commencé à se forger, à trouver sa propre voie. En résumé, ce duel a tout changé. Il a posé les fondations de la philosophie africaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a établi qu'on n'allait pas se contenter de répéter le passé, mais qu'on allait l'interroger. Il a affirmé la nécessité de la rigueur, du débat, de la responsabilité individuelle. En se battant sur sa propre définition, la philosophie africaine a prouvé son existence et sa maturité de la manière la plus éclatante qui soit. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Peut-être que le but n'est pas toujours de trouver un consensus, une réponse unique qui met tout le monde d'accord. Peut-être que la véritable croissance, le vrai progrès intellectuel, ça naît précisément de ces controverses passionnées, de ces duels qui forcent une culture à se regarder en face et à se redéfinir. Une idée à méditer.